enfant, j'avais une idée bizarre. Je pensais qu'en regardant une carte avec suffisamment de tension, je pourrais deviner si les gens qui vivaient là étaient heureux ou non. Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, le dessous politique des cartes avec nos invités, l'historienne Nepti Sver et le géographe Philippe Rekasevitch. Ils sont les co-auteurs d'une cartographie radicale publiée par les éditions Dominique Carré, La Découverte. Alors que nous disent-ils, photos et dessins à l'appui dans ce beau livre, que loin de n'être que des représentations passives, une donnée neutre et impartiale, les cartes sont aussi souvent des instruments militants pour changer le monde. Miroirs engagés, subjectifs, partisans, utopistes parfois aussi. Si les cartes ont longtemps dessiné le monde peut lui aussi être façonné par les cartes. Entre art et science, à la fois scientifique et politique, retour sur ce drôle d'objet, ou de sujet d'ailleurs, qu'est la carte. Bonjour à vous, Nepti Sver. Oui, bonjour. Bonjour. Et bonjour à Philippe Rekasevitch. Bonjour. Qu'est-ce qu'une carte? Qui s'essaye à une définition? Je peux reprendre vos mots, si vous le Oui, souhaitez. vous posez la bonne question. Nous avons choisi une démarche particulière pour analyser ce qu'était la cartographie radicale. Nous avons choisi de ne pas proposer d'exemples. Il y a d'autres atlas qui le font. Nous avons une démarche analytique. Nous partons de la carte en général. Comment fonctionne la carte? Déjà, dans la tête de la personne qui la conçoit. Comment elle va être exprimée sur le papier, comment elle va être reçue et comment elle va justement construire notre réalité. Et c'est après cette analyse que nous introduisons la notion de carte radicale ou critique, on peut discuter de la terminologie, pour mieux comprendre comment de telles cartes sont possibles. Alors qu'est-ce qu'une carte? D'abord, vous y répondez en disant une tentative de retranscription du monde. Et tout est peut-être dans le tentative qui sous-entend quand même que le résultat est forcément quoi? Inexact? Subjectif? Qu'est-ce que vous diriez, Philippe Rekasevitch? D'abord, c'est vrai que le rôle fondamental de la carte, c'est de se figurer, d'essayer de se représenter dans l'espace, éventuellement dans le temps. Donc c'est une représentation spatio-temporelle, mais surtout de savoir où on est dans l'espace. Ça permet, comme on l'explique bien dans le livre, aux avions de voler, aux bateaux de naviguer. Mais dans la pratique cartographique qu'on développe dans ce livre, on voit la carte aussi comme non seulement on dit tentative de représentation du monde, tentative de représentation d'un monde qui fonctionne, un monde social, politique, culturel, avec des objets qui ne sont pas nécessairement visibles pour nous. Donc, moi, je vois la carte, bien sûr, pour se repérer, mais la carte aussi comme un acte social et politique pour décrire le monde, pour essayer de décrypter le monde et pour essayer de faire apparaître comment les sociétés organisent, fonctionnent, produisent leurs espaces et leurs territoires. Et alors, si on en revient au parti pris de la cartographie radicale, comme vous l'évoquiez, Nepti Sver, quel serait-il du coup? En fait, vous la distinguez, vous l'opposez, on peut dire, à la cartographie conventionnelle, institutionnelle? Voilà, nous en discutons souvent. La cartographie radicale n'est pas une branche particulière de la cartographie. Elle en est l'une des expressions, avec toute une histoire qui a amené un certain développement et un phénomène qui s'intensifie ici, en tout cas en Europe, à partir des années 2000, quand des artistes s'en emparent, des urbanistes, et coopèrent avec des activistes et des géographes et cartographes pour produire ces cartes qui dissidentes, en fait, par rapport à certaines normes. Mais ce n'est pas un nouvel objet, si vous voulez. Ce n'est pas un ovni qui atterrirait aujourd'hui. Oui, mais on va en reparler, mais les diplomates, les hommes politiques font aussi dans la cartographie radicale à leur manière, puisqu'ils y engagent leur propre interprétation du monde. Voilà, c'est toute l'opération de déconstruction du livre, c'est de comprendre son fonctionnement, d'où vient ce pouvoir de la carte. Et une fois que vous l'avez déconstruit, vous pouvez comprendre que la société civile peut aussi bien se l'approprier qu'un pouvoir étatique. La géographie conventionnelle, écrivez-vous,
revendique un statut de science exacte, s'appuyant sur des données réputées fiables et croit produire des images neutres et fidèles de la réalité. Or, la cartographie alternative, elle, se veut plus modeste. Elle questionne en permanence les données et les informations dont elle se nourrit et surtout assume et revendique même sa nature subjective. Les images cartographiques ne sont que des visions, des interprétations du réel. Voilà pour cet effort de définition. On va passer bientôt maintenant au cas pratique avec vous deux. Mais d'abord, écoutez les mots de Michel Houellebecq, qui a ouvert cette émission et qui revient sur sa passion des cartes qu'il a transmise à Jed, le protagoniste de son livre « La carte et le territoire ». Enfant, j'avais une idée bizarre. Je pensais qu'en regardant une carte avec suffisamment de tension, je pourrais deviner si les gens qui vivaient là étaient heureux ou non. Bon, j'aime les cartes, hein. Je trouve ça beau, particulièrement les cartes Michelin. Et l'idée de Jed, c'est qu'il met une photo satellite, une carte Michelin de la même zone, et il trouve que la carte est vraiment plus belle. Parce elle a une certaine poésie, elle est exacte, mais pas tout à fait exacte. Quelque chose de l'exactitude se perd. Enfin, c'est un peu comme une métaphore de la représentation artistique en général. Et pour lui, soudain, la carte Michelin est une représentation artistique idéale. Voilà, artistique, le mot a été redit par Michel Houellebecq. La cartographie est une science ou un art? Un peu des deux, dites-vous, hein. Oui. Pourquoi on a tendance à toujours les opposer? À cause de l'histoire de cette carte qu'on a voulu, cette cartographie qu'on a voulu objective, scientifique, à cause du pouvoir de l'image aussi. L'image, nous lui accordons un crédit de véracité. Et ceci nous donne l'illusion que, par exemple, une carte Michelin va reproduire quelque chose d'une réalité. Nous partons du principe que cette réalité, la carte elle-même la construit à partir du moment où elle la propose. On est très, très loin de l'objectivité scientifique. Nonobstant cela, on part aussi dans la cartographie radicale ou critique de bases de données sérieusement constituées, analysées, sélectionnées. Et en cela, elle est à la fois scientifique, mais elle va chercher des moyens nouveaux d'expression sur le plan de la sémiologie cartographique et s'orienter vers l'art. Et vous insistez beaucoup sur ce point. La carte décrit le monde, mais elle l'écrit aussi à sa manière. Et les cartographes sont plus que des dessinateurs, plus que de simples artisans. Ils pourraient presque avoir un statut d'auteur, en fait, hein. C'est pour ça que vous signez vos cartes, Philippe Rekazevitch. C'est pas qu'ils pourraient presque avoir un statut d'auteur, c'est qu'ils ont un statut d'auteur, mais qui a été pendant très très longtemps en fait dénié aux cartographes. Et c'est ce qui fait aussi le débat sur est-ce qu'on est plutôt géographe ou plutôt cartographe. La cartographie étant une discipline de la géographie, enfin, en tout cas c'est le médium le plus évident pour un géographe pour s'exprimer. Et pendant très longtemps il y a eu une dissociation. Maintenant, si on revient sur cette question de la carte objective, c'est vrai que on a l'habitude de penser la carte comme dans une définition très conventionnelle, très traditionnelle, comme une représentation très fidèle de la réalité. Et puis la carte, il faut qu'elle soit honnête, il faut qu'elle soit objective, et qu'elle ne mente pas. C'est cette idée de la carte qui ne ment pas. Or, en fait, nous soutenons la position qui est absolument contraire, de dire que la carte est subjective, c'est qu'elle est une représentation tronquée de la réalité. C'est-à-dire qu'elle est en fait, j'ai l'habitude de dire, ce dialogue entre l'imaginaire et le réel, puisqu'elle emprunte au réel. Il y a des faits réels sur la carte, mais elle prend beaucoup de notre imaginaire, c'est-à-dire de la manière dont on perçoit ce réel. Et donc on en fait un objet qui est une représentation, qui est notre représentation du monde, et qui est donc subjective. Et c'est en ça que je pense qu'elle est un acte politique et social, puisqu'elle représente notre point de vue, et naturellement elle doit être signée, puisqu'elle représente un point de vue comme un texte représente un point de vue et est nécessairement signé. Alors il y a la question de la signature qui effectivement vous positionne, vous déclare d'une certaine manière, parce que c'est aussi ça. Comment vous indiquez votre parti pris au regardeur? Quel contrat vous nouez ou vous passez avec lui? Alors, oui. Ça va passer par la mise en forme de la carte qui va réintroduire la présence de là ou du cartographe, c'est-à-dire en s'émancipant des codes de représentation conventionnels et en allant vers l'expérimentation graphique. Et ceci est une signature par l'image, en fait.
il y a l'intention cartographique. En fait, on va procéder dans l'ordre par avoir une idée, par détecter des problèmes. On va se poser des questions, on va détecter des choses qui se passent et qui nous questionnent. Et on va donc les exploiter, les travailler et transformer ces idées, ces hypothèses en représentation cartographique. Et là, c'est un subtil mélange d'art, de science, d'éthique, de philosophie, de technique, puisqu'on va prendre tout ça, mélanger et surtout utiliser les moyens de l'art pour exprimer des idées. En fait, ça revient à dessiner des idées. À partir du moment où on a eu une idée, qu'on a réuni une base de données, des informations, et que tout ça est prêt, et qu'on a l'image mentale de ce document, on va en faire une image de pensée, c'est-à-dire dessiner cette image, et c'est toujours émouvant, cette première image, et à partir de cette image, y appliquer des principes de sémiologie, de géométrie, de design, qui est en fait le travail de l'artiste. On est un peu des artistes, simplement on est des artistes un peu scientifiques qui travaillons avec des idées politiques. Alors, vous signez une bonne partie des cartes, hein, vous-même qui sont dans cet ouvrage, pas toutes. Ouais. Oui. Bon, il y en a une que vous voudriez nous raconter, une qui traduit vraiment cette idée aussi, à la fois du cheminement du cartographe, de son imaginaire, de la place que vous laissez aussi à vos émotions sur les cartes, hein, et à la manière de les traduire. Oui, c'est d'ailleurs ce qui avait donné lieu à l'identité des cartes qu'on a appelées les cartes en colère, puisqu'en présentant une série de cartographies au musée d'art moderne à Vienne, des spectateurs sont arrivés en disant « Oh là là, mais là, on voit cette carte en grand, on voit que on sent que le cartographe était très en colère. » Et ça nous a donné l'idée de créer une exposition qui s'appelait Cartes en colère, c'est-à-dire ces cartes qui dénoncent les inégalités, la spéculation, trop de surveillance, trop de contrôle. Mais si vous me posez la question sur une carte, je pense que la carte qui représente les morts aux frontières, c'est-à-dire en fait la mortalité des migrants qui essayent de venir en Europe dans un système complexe, et je ne pense pas qu'on a le temps d'en faire une grande description, mais je pense que c'est celle qui procède vraiment de la démarche radicale. On a un phénomène qui a largement été ignoré, une tragédie en mer Méditerranée, une boucherie, une hécatombe qui dure depuis 3 décennies, qui maintenant est dans l'actualité, puisqu'on en parle beaucoup plus, mais qui pendant longtemps a été totalement ignorée, et qui est l'œuvre d'ailleurs, l'idée d'un géographe qui s'appelle Olivier Clochard, un chercheur qui a fait sa thèse sur la question migratoire en Europe, et qui se demandait comment faire pour faire connaître cette tragédie, ce phénomène. Et un autre géographe lui dit « spatialise ton regard », ça veut dire mets ça sur une carte, dessine une carte. De ton idée, tu fais une carte. Et c'est comme ça qu'est née cette carte qui depuis a fait date et qui s'est naturellement transmise. Elle est presque dans le domaine public, puisque tout le monde maintenant la réutilise pour illustrer ces sujets. Et je crois que elle procède vraiment de cette démarche de vouloir rendre visible ce qui a été invisible. Et finalement, ça a marché. C'est-à-dire, ça a marché parce que maintenant c'est connu et que c'est visible, mais ça n'a pas. Enfin, le problème est de plus en plus grave et ça n'a pas. La mortalité n'a pas cessé. Donc, c'est. Oui, et j'ajouterais que c'est une carte qui illustre parfaitement cette idée de déconstruction des codes. Et ici, nous l'avons introduite au chapitre sur sur les concepts, et cette carte elle montre que la notion de frontière de l'espace Schengen elle est très relative. Ici vous avez 3 frontières immatérielles, irreprésentables sinon par la carte. Enfin, qui ont des conséquences terribles, puisque la conséquence, c'est la mortalité. Donc, en fait, on a montré sur cette carte quelque chose qui n'était pas visible. On pensait que l'Europe, c'était formidable, gouvernance extraordinaire, on peut circuler librement hors période Covid sans montrer son passeport. En réalité, il y a un dispositif, un système frontalier absolument terrible, avec une pré-frontière dans le Sahel, avec cette frontière Schengen qui est très mortelle, et puis à l'intérieur, une post-frontière, avec on arrête les migrants irréguliers, on les met dans des camps, ou même en prison, et puis on les renvoie de là où on pense qu'ils viennent. Donc tout ça fait partie de Frontex que vous montrez voilà, aussi. la frontière, elle est pixelisée, c'est-à-dire elle est partout. Mais du coup, c'est évidemment une question que j'avais envie de vous poser. Vous reprendriez cette ossature-là pour imaginer, dessiner une carte sur ce qui se joue actuellement à la frontière avec cette actualité biélorusse. Hein. Si vous deviez dessiner une carte qui nous donne à comprendre ce qui se joue là à la frontière polonaise, à l'heure où Varsovie dit vouloir aussi construire un mur pour empêcher les migrants venus du Moyen-Orient de passer, vous l'imagineriez comment? Vous la raconteriez comment cette situation? L'idée de la sanctuarisation de l'Europe, elle est banale, elle est connue, ça n'apporte rien de nouveau. Je pense que ce que ce phénomène met en relief, c'est ce contrôle des mobilités qui est devenu une idée
courante, admise pour tout le monde. Ça se passe à l'échelle du globe, en fait. Ce retour des murs, il est omniprésent. Et la Pologne et la Biélorussie en est une illustration. Et aussi, c'est cet épisode à la frontière de la Pologne et la Biélorussie, c'est un épisode dans un contexte qui est un contexte gravissime, comme je l'ai dit, mais c'est un épisode puisque à l'époque, la Libye a fait exactement la même chose il y a quelques années. Ils ont aussi permis à des milliers de migrants de prendre la mer, aussi dans l'idée de faire un chantage sur l'Europe. La Turquie l'a fait aussi un moment. Donc c'est pas un phénomène qui est nouveau, mais à mon avis, c'est un des épisodes. Il est à remettre dans un contexte global de l'enjeu migratoire entre l'Europe, entre ce que fait la Commission d'une part et les politiques européennes, soit multilatérales, soit bilatérales. Et tout ça, ça peut tenir sur une carte. À la fois ces allers-retours dans le temps, cette histoire longue dans laquelle cette actualité-là s'inscrit. C'est justement ce qu'on montre. Et aussi sur ce plan fixe qu'est la carte, on arrive à mettre ses mobilités, on arrive à raconter ses flux aussi. Par différents moyens, oui. Vous choisirez par exemple de ne pas les représenter par des flèches. Cela, nous le développons assez largement. Vous choisirez d'autres... C'est ce qu'on nous apprend à l'école pourtant. Et pourtant, et pourtant, rien n'est plus trompeur. Ça, c'est à déconstruire, justement. Voilà, nous le déconstruisons. Pourquoi c'est à déconstruire ? La flèche a un implicite. C'est comme nous parlions tout à l'heure de la grande roue africaine qui utilise les rouages. C'est un élément de langage, le rouage, qui implique tout un imaginaire de l'incrémentation, de l'interdépendance. Pareil pour la flèche. La flèche, c'est quelque chose qui tue. Ça ne montre pas que le flux. Pas seulement, c'est aussi que la représentation de la flèche pour les questions migratoires, vous pourrez montrer sur le site la carte que Frontex a fait faire. Elle donne l'impression d'une invasion, d'une vraie menace sur la civilisation européenne. C'est extrêmement impressionnant. Vous pouvez déjà nous la montrer pour ceux qui nous regardent en vidéo, si vous l'avez sous les yeux. Donc elle est une représentation fausse. Donc je parle de cette carte-là qui est très impressionnante, et quand on voit ça, on se dit oh là là, il y a vraiment une menace sur la civilisation européenne. On a l'Europe en bleu et on a des grosses flèches qui se massent effectivement on va tous venant être de l'Afrique remplacés très rapidement, et ça va plus tout aller. Mais ça passe pas le test des chiffres, puisque les chiffres nous disent que même la migration, dans les pires moments de la migration, c'est 0,5% de la population européenne. 1 million dans l'hypothèse haute de personnes qui vont migrer, qui vont essayer de rentrer en Europe, et ils ne rentrent pas tous, sur 530 millions de personnes, avec tous les pays européens en plus de Schengen. C'est gris, c'est neutre, il n'y a rien qui se passe. Et donc, si on avait à représenter un truc qui serait fidèle, entre guillemets, à la réalité, si c'était possible, ce serait des traits tellement fins qu'on ne les verrait pas sur la carte. Voilà, donc voilà où est le biais, et voilà la raison pour laquelle c'est vraiment quelque chose qui est à déconstruire. Et ça, on explique bien dans le livre pourquoi, en réalité. Vous dites dans le livre que la carte dessinée, la carte papier, a encore de beaux jours devant elle. En même temps, on aurait tendance à se dire que pour montrer toute cette complexité, la carte animée, avec tout ce que la technologie permet de faire aujourd'hui, est vraiment l'avenir de la cartographie. L'une n'exclut pas l'autre, en fait. Si vous prenez un atelier de cartographie radicale qui sera réalisé dans votre quartier, avec votre expérience, votre vécu de l'espace personnel, peut-être votre biographie, vous prendrez un crayon et du papier et vous le dessinerez. À l'autre bout, ces cartes peuvent être transformées en cartes numériques. Pourquoi ? Parce qu'elles sont accessibles, on peut les disséminer et elles auront une certaine présence et pérennité. Donc on ne peut pas opposer les deux. Elles peuvent voyager, voilà, comme nous sommes aussi. C'est vrai, vous avez raison, qu'on a les deux, c'est-à-dire qu'on a maintenant accès à des bases de données avec des fichiers Excel, par exemple, avec des centaines de milliers de cellules, et que la technologie nous permet de trier ça, de faire des analyses factorielles, des matrices qui permettent de retirer de ces fichiers la substantifique moelle et d'en faire une cartographie automatique. Ça ne contredit pas pour vous le geste artistique. C'est pas la victoire de la science sur la carte. Quand vous faites un traitement avec une haute technologie, en traitant des millions de cellules d'un fichier Excel et de les transformer en cartes, même là, vous avez des hypothèses et une intention. C'est-à-dire que c'est le cerveau qui décide et c'est le cerveau qui appuie sur des boutons. Donc, c'est un outil, disons que ça serait un crayon beaucoup plus intelligent que mon crayon de couleur pour faire une carte, mais ça, de toute façon, tout va partir de l'intention et du dessin. Et en fait, le dessin, l'avantage, c'est qu'il ouvre un univers extraordinaire à la créativité, à la création et à l'expérimentation de nouvelles écritures cartographiques du point de vue de la sémiologie, des formes, de la dynamique, des mouvements.
mouvement. Oui, et pour preuve, nous présentons énormément d'œuvres d'artistes qui travaillent avec la carte, intègrent la carte dans leur travail. Il y a beaucoup d'œuvres numériques. Et des militants aussi, qui travaillent avec les cartes aujourd'hui pour faire valoir leurs droits, pour se défendre. C'est le cas de collectifs, notamment au Brésil. Et vous prenez l'exemple des cartes de favelas aujourd'hui, des cartes pour et par les peuples. Comment sont-elles utilisées? Comment sont-elles pensées, ces cartes-là? Oui, absolument. Alors, vous avez ce phénomène à peu près partout. Vous le retrouvez au Bangladesh. Nous avons aussi des exemples au Kenya, où des chercheuses et chercheurs impliqués en recherche-action sur le terrain vont collaborer avec les populations pour, par exemple, faire apparaître sur une carte les points blancs. C'est-à-dire ce qu'on appelle les bidonvilles, c'est-à-dire l'habitat informel, n'existe pas sur les cartes, ce qui a pour conséquence qu'il n'est pas pris en compte dans les politiques municipales, par exemple pour organiser la scolarité ou le soin. Et le fait de les représenter va sensibiliser les responsables politiques à la nécessité d'action. Donc c'est quelque chose qui se fait en coopération avec les autorités. Après, il y a bien sûr des discussions sur ce que l'on va représenter sur la carte, puisqu'il y a une économie informelle, et c'est les gens sur place qui vont juger de la nécessité de taire ou de montrer quelque chose, ce qui est tout à fait légitime, puisque l'idée c'est d'améliorer leur qualité de vie, ce qui est en général l'un des objectifs de la cartographie radicale, c'est-à-dire réintroduire l'humain sur la carte. Et puis revendiquer une forme de souveraineté sur les territoires, de pouvoir soutenir devant une cour de justice de la pertinence de leur donner à eux une souveraineté pour décider ce qu'ils veulent faire dans leur territoire. Donc, au Brésil, c'est une chose, ça a marché dans certains cas, mais au Canada, dans certaines Premières Nations qui ont été à travers ce processus, il y a des succès formidables de ce point de vue-là. D'accord, elle peut fonctionner comme un outil de preuve, en fait. Donc, elle est à la fois instrument et à la fois outil ou arme. Et le cas extrême serait la preuve produite devant des tribunaux. Ouais. La carte permet de rendre visible, la carte permet d'exister. Quand on est supprimé d'une carte, quand on n'apparaît pas, oui. Effectivement, on se rend bien compte qu'on est dans cette zone blanche et donc dans cette inexistence. Et vous avez tellement raison qu'ils ne sont malheureusement pas dans le livre pour des raisons techniques. La tribu Zuni aux États-Unis ont décidé, il y a une trentaine d'années, le représentant de la tribu Zuni, Jim Enot, dit we've been kicked out of the map en anglais. On nous a sorti à coups de pied dans le derrière. Et maintenant, on veut retourner sur la carte. Ils veulent revenir sur la carte. On veut redevenir visible. C'est pas la peine même de faire du nettoyage ethnique. Le fait de les supprimer de la carte, ils n'existaient plus. Donc c'est pratique. Mais là, maintenant, ils sont lancés dans une opération où ils vont faire leur propre carte. Voilà, et l'enjeu est double, en fait. L'enjeu, c'est une conscientisation de sa propre situation et, en même temps, une visibilisation. Et de redevenir visible. Ça, Et vous racontez le cas de ces populations inuites aussi qui ont tenté de redonner aux lieux qui ont été colonisés des toponymes. Ils ont réussi. Ouais. Ils ont absolument réussi. Donc, il n'y a plus de baie de la reine Elisabeth. Ça, c'est terminé. Ces appellations coloniales. Et maintenant, il y a des toponymes inuits qui sont d'ailleurs beaucoup plus signifiants et jolis et poétiques. Alors, Neptis Sver, vous êtes notre invitée historienne avec le géographe Philippe Rekasevich. On parle ensemble du dessous politique des cartes. Au premier degré, ce dessous politique, c'est aussi l'utilisation qui en est faite par les grands de ce monde. Vous montrez comment les cartes sont des pièces maîtresses dans le Monopoly diplomatique, régenter, reconfigurer le territoire par la carte. On va revenir sur un exemple assez actuel et en même temps historique, celui d'Israël et des territoires palestiniens, avec cette carte qui avait été dessinée, pensée par l'administration Trump et qui proposait un plan de paix en janvier 2020, une carte jugée pas fidèle à la situation par notre invitée l'an passé, Delphine Papin, cartographe au journal Le Monde. Elle a reçu, je le précise, pour cette carte où elle rectifiait la vision trumpienne du Proche-Orient. Elle a reçu un prestigieux prix de l'infographie, sorte de prix Pulitzer de l'infographie, le Malofiesh Award. C'était pour leur 29e édition. On écoute Delphine Papin. Alors l'idée de cette carte, c'était d'abord de déconstruire celle que présentait au monde Donald Trump, à savoir une carte où tout serait simple, où finalement c'était pas si difficile que ça de faire la paix dans ce Proche-Orient. Il proposait une nouvelle partition où il y avait un jeu de couleurs qui était proposé dans sa présentation, où tout était très schématique et on voyait pas en fait la difficulté à la fois de l'enclavement des territoires
territoire palestinien et à la fois la grande question de la circulation. Sa présentation cartographique faisait que les effets étaient gommés. Voilà, alors là on entend Delphine Papin sur cette carte de Trump, sur ce plan de paix qu'il proposait, que l'administration américaine proposait. Au même moment à l'ONU, le Palestinien Mahmoud Abbas en proposait une autre carte, en brandissait une autre. On voit là l'importance aussi de cette cartographie officielle sur les territoires, l'impact, Neptisphère. Oui, nous la montrons aussi dans notre livre, l'instrumentalisation de la plus belle carte. pouvoir, dites-vous. Ouais. Voilà. Nous connaissons très bien le dossier Palestine-Israël et il est intéressant ici de dissocier la notion de territoire de celle d'espace. Si vous prenez le mur par exemple, il va créer artificiellement un découpage en territoire qui ne correspond absolument pas à l'espace vécu par les gens. Si vous vous rendez sur place, vous vous rendez déjà compte que le mur est discontinu, qu'il y a des échanges économiques et une interdépendance. Et cette instrumentalisation, elle se passe dans une autre dimension que la réalité sur place. Et c'est pour ça que nous avons énormément de cartes de la Palestine pour montrer le découpage en zone ABC qui pose un énorme problème et le parcours de ce mur qui crée des enclaves, des esclaves qui détruisent en fait la vraie vie des gens. Voilà, vous montrez tout cela dans ce livre, comment concilier un monde en mouvement et une carte qui est fixe par nature. C'est aussi l'objectif, l'ambition, l'intention de cette cartographie radicale et expérimentale à laquelle vous vous prêtez l'un et l'autre et que vous nous racontez dans ce beau livre qui paraît aux éditions Dominique Carré avec la découverte, une cartographie radicale. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Philippe Rekazevitch et Neptisphère, merci mille fois. Merci à vous. France Culture, il est 13h22, comme un jeudi sur deux. C'est l'heure pour vous de retrouver le rendez-vous de la médiatrice. Bonjour Emmanuel Davy. Bonjour Olivia. Et bonjour à Sandrine Trainer, directrice de France Culture. Bonjour. Bonjour à tous. Sandrine Trainer, bonjour. On commence avec ce constat d'un auditeur fidèle de France Culture. Je me permets de vous faire part de mon mécontentement croissant en ce qui concerne la façon ultra centralisée dont est traitée la vie culturelle, scène théâtrale, musicale, exposition, nous dit cet auditeur. Dans la majorité des cas, il n'est question que d'événements se déroulant dans la région parisienne. Ainsi, le festival Lumière à Lyon n'a pas été traité. Je sais que les talentueux producteurs de France Culture résident à Paris, mais en tant que service public national, vous vous devez à l'ensemble du territoire. Sandrine Trainer, cette remarque vous paraît-elle fondée ? Alors, s'il s'agit de la deuxième partie de la phrase, c'est-à-dire on se doit à l'ensemble du territoire, nous sommes une antenne nationale, etc., c'est une évidence. Écoutez, il m'est déjà arrivé de répondre ce genre de choses, mais on est perfectible, mais quand même, le trait est très caricatural. Nous portons depuis très longtemps un grand partenariat sur les scènes nationales qui fait que nous rendons compte de ce qui se passe sur l'ensemble des scènes nationales. Nous avons créé en cette rentrée une émission qui s'appelle L'Esprit des lieux, qui porte sur les lieux culturels que fait Toufik Hakem, qui précisément se déplace sur des lieux culturels absolument partout en France. Nous revenons d'une grande délocalisation aux Utopias, à Nantes, sans parler de Gérardmer et un certain nombre d'autres lieux. On a fait une matinale à la Grotte Chauvet. On essaye, je crois, d'être très présent. On est très conscient de ça. Il y a un partenariat qui est posé avec France Bleu dans l'émission Affaires culturelles d'Arnaud Laporte, qui nous amène là aussi à pointer le projecteur sur ce qui se passe en dehors de Paris. Je crois en tout cas pouvoir dire que nous y sommes extrêmement attentifs. On n'est pas très parisiens en fait. Bon, très bien. Alors on poursuit avec ce message d'un autre auditeur. Je suis toujours étonnée qu'on ne puisse pas faire un commentaire public sur le site de France Culture, plus précisément sur les émissions ou sur des épisodes. Par exemple, j'aurais bien partagé le moment d'anthologie du crématorium dans le film Adieu Berthe, au sujet des croque-morts. Sandrine Trainer, vos auditeurs donc apprécieraient la possibilité de s'exprimer sur un forum. Est-ce possible ? Écoutez, c'est pas le choix que nous avons fait depuis quelques années pour une raison initiale qui, dans mon souvenir, relevait voilà, du ton général qui peut être employé sur les forums. On n'avait pas tellement envie de participer
à ça. Ça, c'était la raison initiale. En revanche, je comprends très bien la remarque de notre auditeur que nous aurions lu par ailleurs avec plaisir. Et je ne peux, c'est pas très satisfaisant, mais je ne peux que l'inviter à le faire à travers les réseaux sociaux des émissions. Et voilà. Ou alors il écrit à la médiation et on publiera son message sur notre site. Et ben voilà, un c'est commentaire encore mieux. sur les émissions. On termine avec le courriel d'une auditrice qui résume d'autres messages que nous recevons à ce sujet, mais il est toujours utile de répéter un peu les choses. Je m'étonne que France Culture se mette à passer des intermèdes musicaux comme les autres chaînes. Pouvez-vous informer les auditeurs sur les raisons de la présence de musique dans les émissions avec des entretiens ou des interviews? Devons-nous nous attendre à en avoir de plus en plus? Alors Sandrine Trainer, que répondez-vous à cette auditrice qui n'est pas seule pour formuler ce type de réflexion? Alors, d'une part que non, pas de raison de s'attendre à entendre davantage de musique sur l'antenne de France Culture, qui n'est pas une antenne dédiée à la musique. Il n'y en a d'ailleurs pas davantage. Le terme d'intermèdes musicaux, je dois dire, me fait un peu froid dans le dos. Je trouve ça un petit côté ancien. Non, ce que nous faisons, c'est que nous programmons les réalisateurs. Thomas Beau, réalisateur de La Grande Table, derrière cette table, pourrait répondre à ma place. Les réalisateurs et les producteurs programment des titres de musique parce que, enfin, la musique fait partie de la culture et je crois que nous nous appelons France Culture. Donc nous ne passons pas des intermèdes musicaux, mais en revanche, nous faisons entendre de la musique et je crois que c'est dans notre cahier des charges. Et nous essayons de plus en plus de faire en sorte que quand il y a une chanson, une musique, elle soit entendue dans son intégralité, parce que c'est une œuvre en tant que telle et qu'il faut la respecter dans son intégralité. Donc pas davantage, pas moins, et ce ne sont pas des intermèdes. Parfait. Merci à vous, Sandrine Trainer. Merci à vous. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux. On vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain rendez-vous de la médiatrice. Toutes les émissions sont en tout cas à retrouver en vous abonnant urgemment au fil des podcasts de La Grande Table sur l'application Radio France. Un grand merci à toute l'équipe pour cette très belle semaine, à Lucas Bretonnier et Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour La Grande Table culture. Merci beaucoup à Marie Fraboulet et Osana Chauvin pour leur aide précieuse dans la préparation de cette émission toute cette semaine encore. À la réalisation aujourd'hui, c'était Thomas Beau, donc, qui va me gronder parce que j'ai pas passé la musique aujourd'hui, et avec Anthony Thomasson à la technique. Demain, vous retrouverez Lucille Como et ses critiques. Très bel après-midi à tous sur France Culture.